Et surtout au début, comme j'avais commencé à avoir l'idée de Connexio, d'aller un peu pitcher ça, c'était pas évident parce qu'il y avait au début où il y avait des personnes qui se moquaient de mon accent devant moi en fait quand j'ai pitché Connexio. Dans ce premier groupe, j'avais découvert à la fin des cours que j'avais 3 apprenants soudanais. Ils venaient 100 km par train chaque semaine pour prendre les cours. Les talents sont des talents, n'importe où d'où vient, et il faut essayer de vraiment les considérer dans leur richesse de parcours au lieu d'essayer de les en fait de mettre dans une certaine situation en fonction de ce qu'ils avaient fait ou pas avant. Voilà. Tu peux jamais contrôler en fait les réactions des autres. Ce que tu peux contrôler face à des situations qui peuvent être assez difficiles, c'est comment tu réagis. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir à mon micro Jen. Jen est la fondatrice de Connexio, une association et un organisme de formation qui forme aux compétences numériques pour faciliter l'inclusion socio-professionnelle. Jen n'a que 5 ans quand ses parents immigrent aux États-Unis. Elle est alors aux premières loges pour observer les défis sociaux, culturels, éducatifs et professionnels auxquels doit faire face sa maman en arrivant dans un nouveau pays. Mais c'est ce qui va rendre plus forte Jen, qui sort diplômée de Stanford en 2013, puis obtient un MBA et un master de politique publique à Harvard. En 2015, elle quitte les États-Unis pour venir en France à la Paris School of Economics, où elle mène des recherches sur les difficultés économiques et sanitaires des populations marginalisées. Elle prend conscience très vite de la forte interconnexion entre inclusion numérique et inclusion sociale. C'est ainsi qu'elle décide de créer Connexio pour permettre à des personnes étrangères ou éloignées du marché du travail d'acquérir des compétences recherchées par les employeurs dans le domaine du numérique. Dans cette interview, elle revient sur les difficultés de créer un organisme de formation alors qu'elle n'avait aucun réseau en France et que son fort accent faisait l'objet de moqueries lors de ses pitchs. Loin de la décourager, elle raconte comment au contraire elle s'est mise au travail sur sa prise de parole. Un travail qui a payé puisqu'elle a réussi à obtenir le premier prix du jury 2019 du Google Impact Challenge. Les prix et les récompenses vont alors suivre pour cette entrepreneuse à impact social qui n'a jamais baissé les bras et qui est toujours restée drivée sur sa motivation de donner un sens à sa mission de cœur, à l'inclusion professionnelle et sociale. Je vous invite à découvrir Jen et son parcours inspirant d'entrepreneuse sociale, mais avant de lui laisser place, merci de bien vouloir prendre 1 minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes, cela m'aide énormément. Je vous souhaite une très belle écoute. Donc là, Fatima sur le prix. C'est parti. Bonjour Jen. Bonjour Fatima. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Alors, tu es la fondatrice de Connexio. Connexio, c'est une association, un organisme de formation qui forme aux compétences numériques pour faciliter l'inclusion socio-professionnelle. Et avant d'en parler, je voudrais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et quel était ton parcours avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, donc ravie de participer. Peut-être pour me présenter rapidement, donc je suis Jin Guo et mon parcours avant de créer Connexio, c'était j'avais fait mes études à Stanford, voilà, aux États-Unis, et juste après, en fait, mon premier job après avoir en fait fini mes études, c'était de devenir consultante. Je travaillais en fait dans la tech pour des boîtes tech et aussi des boîtes dans le secteur de biotech aussi. Sur différents projets. Ce qui m'intéressait à cette base, c'est vraiment en fait de comprendre un peu des questions plus stratégiques, de vraiment en fait gagner en fait certaines expériences en fait qui étaient très riches. Mais pour moi, au bout d'un moment, je sentais que je voulais faire quelque chose plus tourner impact. Et donc j'avais eu une bourse d'échange franco-américaine qui s'appelle le Fulbright. Et c'est comme ça, je suis venue en France il y a quelques années pour appris en fait sur mes expertises et mes compétences plutôt quantitatives aussi parce que j'avais un parcours en fait où j'ai pu en fait beaucoup j'ai fait des études plutôt quantitatives sur l'analyse des données
Et quand j'étais at the Paris School of Economics, où j'avais mené mes projets de recherche, c'était vraiment appliquer des méthodologies assez quantitatives sur des questions du monde réel. Par exemple, comment on peut évaluer l'efficacité des certaines interventions cliniques de santé, des programmes de services sociaux. Et c'était en fait sur les rencontres, sur le terrain, en fait, face à des problématiques, je voulais investiguer dans mon projet de recherche. J'ai travaillé auprès des publics qui étaient dans des situations de précarité, de vulnérabilité. J'avais vu qu'ils avaient accès à certains premiers services qui peuvent être le logement, les services de santé, mais qui manquait ce pont entre les services de première ligne et l'aspect vraiment en fait d'intégration au plus long terme, qui était en fait sur l'emploi, les compétences, l'insertion profession plus long terme. Et comme j'étais entourée par la tech, entre mes études, mes premiers projets, j'étais à San Francisco tout au début. Pour moi, c'était évident que le numérique aujourd'hui a une place assez importante pour nous dans n'importe quel métier, n'importe quel secteur d'activité. Je pense qu'on a aussi tous vu ça avec le Covid, que on a essayé de digitaliser très rapidement les outils dans nos vies quotidiennes. Et si on n'est pas inclus dans ce monde aujourd'hui, vraiment, en fait, c'est une forme d'exclusion assez dure et qui touche vraiment plusieurs aspects de nos vies. Bah, toi-même, j'ai vu que tu es arrivée à 5 ans aux États-Unis. Tu étais une immigrée également. Est-ce que tu as constaté quelque part aussi qu'il y avait un fossé, il y avait des difficultés justement d'intégration quand on n'avait pas toutes les connaissances qu'on peut avoir sur un pays? Quel souvenir t'en gardes justement Oui, je pense pour moi, c'était surtout aussi des souvenirs de ma famille aussi, parce que j'avais en fait, heureusement en fait pour moi, comme j'étais petite et je peux en fait apprendre assez rapidement en fait l'anglais, mais surtout pour ma mère qui parlait pas le langue quand on était arrivé aux États-Unis, elle n'avait pas en fait un réseau professionnel, c'était beaucoup plus dur. Et donc je pense que je pense que ces premières expériences, j'ai vécu à travers justement mes parents qui m'ont montré que je pense qu'il y a pour moi cet sentiment très universel de pouvoir, quand on arrive dans un environnement, de pouvoir avoir ce sentiment d'appartenance à quelque part. Mais c'est pas, en fait, on n'est pas en fait égal au niveau d'accès à des informations, un réseau, des opportunités. Donc pour moi, il y a une conviction très forte que je vois en fait il y a des talents partout parce qu'aujourd'hui Connexion on est en France mais aussi on est en Afrique, au Malawi, au Kenya, on est en Jordanie et on voit que c'est juste notre mission qui reste très, je pense qu'on est convaincu, c'est qu'on veut révéler les talents de partout. Voilà. D'accord. Et quand tu viens donc en France, donc c'est pour justement cette bourse, comme tu disais tout à l'heure, pour poursuivre ses études en France donc j'ai vu que tu travaillais pour mener des recherches sur les besoins de la population immigrée en France dans le domaine de la santé. Alors à ce moment-là, comment ça se passe justement ton arrivée en France? Comment tu parlais pas français au départ, je pense? J'avais pris des cours, mais oui, je parlais vraiment pas bien. En tout cas, quand je suis arrivée. Et pour moi aussi, c'était si je vais bien faire en fait mes projets de recherche, mon travail, c'était aussi de pouvoir bien en fait comprendre. Je pense que déjà en fait les problématiques et ça passe par la langue. Donc je pense que j'avais aussi misé un peu sur mon travail moi-même de prendre en fait en compte, de bien en fait aller à la rencontre, de pouvoir échanger améliorer aussi. Mais Ouais. oui, je pense qu'il y avait des moments où c'était pas toujours simple. Et surtout au début, comme j'avais commencé à avoir l'idée de Connexio, d'aller un peu pitcher ça, c'était pas évident parce qu'il y Ouais. avait au début où il y avait des personnes qui se moquaient de mon accent devant moi, en fait, quand Ah j'ai oui. pitché Connexio. Mais je pense que ça, je pense qu'on va pouvoir en fait arriver, on va pouvoir développer. Mais je pense qu'il y avait des moments au début où c'était pas si évident. C'était pas si évident, oui. Comment tu étais arrivée justement à t'intéresser au sujet de l'immigration et de l'électronisme, on va dire? C'est pas, je pense, le biais de plusieurs facteurs, mais c'est vraiment ces rencontres-là quand en fait on avait parlé de quels étaient les freins, quels étaient les obstacles sur le terrain, et j'ai vu que je pense aujourd'hui sur le partage des informations, beaucoup de choses, vraiment ça passe sur les outils en ligne.
Et si on n'est pas inclus dans ça, même pour savoir en fait où diriger pour des services de base dans la vie pratique, d'aller postuler en ligne pour en fait une marche professionnelle, vraiment tout était en ligne. Et donc je pense que c'était un peu dans tous ces échanges sur le terrain, je me suis rendu compte de le niveau de je pense, la numérisation dans tous ces aspects-là. Et pour les publics en fait avec qui en fait j'ai échangé beaucoup, c'était encore plus évidente et plus importante en fait de vraiment en fait pouvoir les inclure. Parce que je pense pour nous aujourd'hui, on constate que 86% des démarches de candidature en ligne, d'entretien visio, toutes les démarches en fait d'aller vers l'emploi, ça passe en ligne. Donc, je pense que forcément, en fait, les utilisations ne sont pas les mêmes. Et si on n'est même pas au courant qu'il y a certains réseaux, certaines ressources qui sont disponibles pour faire, en fait, ces démarches, c'est encore plus dommage, en fait, et encore plus contraignant pour les personnes qui ne sont pas, en fait, inclus aujourd'hui dans toutes ces étapes et tous ces réseaux. C'est ce que tu as constaté effectivement sur le terrain quand tu as fait ton enquête, tes recherches pour tes études. C'est ça. Ça a commencé là et je pense qu'avec le temps aussi, avec d'autres rencontres qu'Inaxio a commencé à prendre l'ampleur, Ouais. tous les échanges, je pense que ça est devenu encore plus évident. Et je pense même avec la pandémie, on avait vu aussi le niveau, je pense, d'importance en fait de ce sujet, la place du numérique. Vraiment sur l'aspect inclusif Ouais. en fait dans tous nos en fait aspects de vie. Donc je pense que c'était quelque chose qui était commencé lors de ses premiers en fait travaux il y a quelques années et ça a juste commencé à augmenter. Donc aujourd'hui, ce qu'on aime dire, c'est que il n'y a pas peut-être un aspect très binaire quand on parle d'inclusion, exclusion numérique ou électronisme. C'est plutôt en fait une gamme de fragilité où des gens en fait sont plus ou moins parce que par exemple je donne toujours l'exemple de on peut être un jeune qui a grandi, qui fait partie de la génération en fait digital native, mais Mm. ça se trouve que quand on échange et on travaille avec les jeunes, il y a beaucoup qui sont super rapides et débrouillards sur le smartphone, maîtrisent Mm. super bien les réseaux sociaux, mais quand il s'agit des démarches professionnelles, donc nous envoyer un pièce jointe, un CV, C'est vrai. écrire un mail professionnel vers un employeur, il y a des lacunes assez importantes. Donc je pense que tout le monde, on a Ouais. besoin plus ou moins en fait de toujours être en fait remise à niveau, de continuer en fait à monter en compétences. Et comme tout change tout le temps aussi, Très vite, les ouais. plateformes, je pense qu'il faut qu'on se rende compte que c'est pas en fait si simple que ça de dire on est juste inclus ou exclu, mais on est vraiment tout le monde dans un air de adaptation constante. Mm. Oui, oui, tout à fait, ça touche tout le monde. Ça se touche aussi bien des personnes âgées que des personnes plus jeunes, comme tu disais, ou encore des réfugiés. Donc c'est vraiment, ça touche toute une tranche de population assez différente et qu'il faut accompagner sur cette partie-là. Et on va en parler justement. Mais avant d'arriver là, je voulais revenir justement au tout début de connexion. Donc quand tu fais cette étude et que tu commences à constater cette problématique-là, par quoi tu commences justement pour lancer en fait ce mouvement, cette entraide que tu avais envie d'apporter? Tout au début, je pense qu'on avait commencé avec juste un groupe très simple. Ouais. J'avais identifié ce besoin, j'avais identifié en fait l'intérêt pour ces cours et donc à travers des premiers partenaires donc comme Singa, comme d'autres associations, on avait pu constituer un premier groupe. On avait travaillé avec un premier partenaire aussi pour avoir un premier lieu et petite première équipe pour justement en fait travailler sur le contenu, sur des aspects logistiques pour organiser. Et donc ça a tout commencé toujours avec un premier groupe. Et ce que je me souviens, en fait, il y a toujours en fait des histoires assez remarquables. C'était dans ce premier groupe, j'avais découvert à la fin des cours que j'avais 3 apprenants soudanais. Ils venaient 100 km par train chaque semaine pour prendre les cours. Ah oui, 100 kilomètres. Oui, Ah ils ouais. habitaient en fait dans le nord, à Joigny, et d'ailleurs en fait je les ai posé la question après, mais comment même vous avez pu découvrir qu'on vient de lancer, il n'y avait pas encore de nom pour nos activités, et comment en fait vous avez pu en fait découvrir en Bah fait oui. les activités de nos de Connexion à la base. Et donc je pense que m'ont montré aussi, ça m'a marqué parce que c'est montré qu'il y avait cette forte motivation
de pouvoir en fait réussir, pouvoir en fait apprendre cette curiosité et cette persistance. Et d'autre côté, on se posait la question aussi de si on a des personnes qui viennent physiquement si loin pour prendre les cours, est-ce qu'il y a quand même en fait un vrai besoin pour ce type de solution? Mmh. Donc là, il y avait un vrai besoin. Donc, si c'est 100 kilomètres qu'ils n'avaient pas le besoin et il n'était pas réglé, en tout cas à proximité de chez eux. Donc il y avait un vrai besoin. Et comment justement, c'est quoi les premières difficultés que tu as eu à faire quand tu as lancé? Parce que du coup, on t'a certainement challengé sur le projet. C'était quoi les premières, les grosses difficultés Je pense que tu as qu'on dû avait un passer? peu tout parce que c'était pour moi ça venu de cette idée qui était concrétisée. Donc je pense qu'au début c'était pas mal. Je pense qu'il y avait toujours le besoin pour les cours et c'était facile en fait d'avoir des apprenants qui étaient intéressés. Mais au bout d'un moment, comme on voulait lancer ensuite 2 groupes, ensuite 4, au bout d'un moment en fait c'était plus facile. En fait c'était pas si facile de faire que en fait à côté ou en fait il fallait vraiment avoir des financements. Et Oui. donc c'était ça qui, surtout au début, c'était un peu plus difficile parce que on était très jeunes, on vient de démarrer l'activité, on a l'impression qu'on en est pitché, on devrait encore avoir des preuves, mais en même temps c'était un peu pour avoir plus des preuves, il fallait avoir des premiers financements, donc on se trouvait dans un par quel bout prendre en fait le problématique, et c'est comme ça on avait décidé de commencer avec un crowdfund qui nous a permis de financer en fait les premières 20 000 € pour les activités de Connexio. D'accord, ça fait une campagne de crowdfunding qui vous a apporté combien? 20 000 €, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Qui a permis de financer les premières activités. J'imagine de toute façon, là, dans cette entreprise-là, c'est des salles et c'est du matériel. Exactement, oui, oui. Mmh. Donc pour nous, en fait, c'était de pouvoir en fait renforcer nos activités, continuer à développer. Mais je pense que c'est quelquefois ces premières étapes qui sont les plus dures parce que il faut vraiment construire des choses. On n'a pas forcément toutes les ressources et on fait ça petit à petit. Ouais. Mmh. Oui, puis il faut aller convaincre aussi, les partenaires, les futurs partenaires, en tout cas, de financer, l'entreprise. Et justement, toi, est-ce que ça te faisait pas peur ça, de toi qui venais d'arriver, en France, qui avait peut-être pas encore du réseau dans le domaine de l'entrepreneuriat, du finance, enfin dans tout ce monde-là? Comment c'était quoi? Comment tu as pu, s on va dire passer cette étape-là, et prouver un peu la Euh, crédibilité aussi quelque part qu'on ouais. demande aussi? Je pense honnêtement, pour moi, c'était dans cette situation-là, je pense la naïveté me sauvait un peu parce que j'ai pas trop posé la question justement. Et je pense que si j'aurais en fait dû penser un peu plus profondément sur toutes les démarches, toutes les étapes en fait et tous les freins, les problèmes que j'allais rencontrer, je suis pas sûre de. En fait, si j'aurais vraiment lancé sur toute l'aventure, parce que tu découvres ça en fait après sur l'état. Mais au début, je pense que j'ai pas vraiment posé les questions. J'ai vu qu'il y avait un besoin super important. Je voulais en fait contribuer en fait à résoudre le problème et je suis un peu partie comme ça sans justement trop réfléchir. C'est ça qui est bien en fait, c'est qu'il faut mieux pas savoir au départ en fait. Comme ça au moins on y va, en fait ce qui te motivait vraiment c'était d'avoir cet impact social que tu avais envie. Mais au tout départ, tu l'imaginais déjà grossir, comme ça le projet ou? Tout au début, je pense, il y avait un moment en fait où il fallait vraiment décider, mais avant ça, c'était pas. Je pense que c'est simple parce qu'on voulait tester, je voulais itérer, je voulais vraiment voir qu'il y a ce besoin, comment on peut en fait vraiment ajuster et continuer à tester nos besoins, qui étaient assez importants. Et après, oui, je pense qu'au bout d'un moment, je pense que j'ai fait cette décision de en fait aller à 200%. C'était là où on avait vraiment commencé à mettre en place des actions en fait et des activités en fait beaucoup plus accéléré. Donc je dirais en fait la vraie accélération, c'était un peu à partir du moment où j'avais fait cette décision qui était en mi-2018, Mmh. de vraiment en fait accélérer le devant. Et pour nous, comme on voulait vraiment en fait axer sur l'impact, ça ramène en fait nos activités de formation. C'était je pense que c'était partie de notre vision à partir de ce temps-là de vraiment en fait axer sur l'impact auprès beaucoup de monde et de vraiment en fait changer d'échelle en termes de nos activités. D'accord, mais justement sur un projet comme ça, à impact social, est-ce que c'est pas difficile d'aller convaincre des financeurs? Parce que parfois ils voient pas justement la partie, qui peuvent leur ramener de l'argent.
Oui et non, dans le sens que pour nous, je pense qu'on avait eu aussi un peu la chance que ces sujets-là, en fait, le numérique, l'insertion professionnelle, c'était des sujets que de plus en plus avec les événements qui passent un peu dans notre société, dans l'économie, qu'on voit de plus en plus l'importance de ça. Donc je pense que ça a aidé sur certaines démarches. Je pense de l'autre côté aussi, pour nous, comme on a commencé en fait à pouvoir en fait changer d'échelle, avoir en fait des résultats de plus en plus importants, je pense Mhm. à aussi aider en fait à montrer et faire venir aussi des partenaires qui étaient peut-être pas initialement si convaincus ou qui avaient pensé peut-être qu'on était trop petite pour soutenir. Donc je pense que ça aussi est venu dans le temps. Ouais. Et c'est qui justement les premiers apprenants qui ont vraiment eu un impact sur Connexio? Je pense que même en fait, il y a toujours en fait des tout premiers apprenants. On avait des apprenants en fait qui ensuite, parce qu'on avait fait plutôt des parcours courts, mais qui ont en fait ensuite devenu en fait, qui sont allés en fait vers le secteur numérique, qui sont embauchés dans des grandes entreprises aujourd'hui. On a en fait même dans le tout premier groupe des apprenants qui ont pu justement évoluer assez rapidement jusqu'à en fait nos tout derniers promos là où on a des personnes, par exemple, qui vont devenir, en fait, soit à la sortie de nos programmes de base, nos programmes certifiants, vraiment aller sur, en fait, plusieurs types de parcours d'évolution ensuite, qui est, par exemple, des apprenants qui vont solidifier en fait leurs compétences de base et pouvoir aller par exemple sur des formations gestionnaire de paie, travailler aussi pour des acteurs publics. Par exemple, on a un apprenant qui vient d'avoir son contrat chez RATP. On a des apprenants qui vont aussi décrocher des contrats directement dans les entreprises de la tech. Qui peuvent aller de Salesforce à Thales. Et on a aussi des apprenants qui veulent devenir des entrepreneurs aussi et lancer leur propre projet. Donc, je pense qu'on essaie de favoriser aussi les différentes en fait, voies possibles en termes de suite après Connexio. D'accord. Et au niveau des bénévoles, justement, c'était pas difficile d'aller convaincre des gens de venir prendre du temps pour le consacrer à des apprenants? Je pense qu'au début, on a été sûrement en fait plus petite en termes de nos opérations. On Ouais. a commencé juste vraiment un tout petit groupe qui a ensuite évolué et devenu plus important. Mais non, je pense que quelque chose pour lequel je suis assez fière aussi, je pense qu'il y avait des gens qui étaient vraiment là pour nous soutenir, soit les membres de l'équipe, soit des bons advisors, soit en fait des personnes qui étaient vraiment très très bienveillantes, qui nous ont accompagnés. Je pense qu'on avait vraiment heureusement eu cette chance-là. Euh, mais je pense pour nous aussi, on avait commencé vraiment à toute petite échelle. Et ensuite, quand ça a bien marché, on a essayé de en fait, encore grandir un peu, encore grandir. Donc, je pense que oui, en fait, on a surtout eu certains en fait, moments de changement d'échelle qui sont, je pense qu'il faut passer. Et je pense je pense comme chaque structure, en fait, des moments où il faut restructurer, reconsolider les choses. Mais d'une manière générale, sur en fait, les personnes en fait, qui sont en fait fait partie de l'aventure, qui nous ont Mhm. soutenus. Je pense qu'on a vraiment eu cette chance d'être accompagnés par des personnes et aujourd'hui aussi de plus en plus par des partenaires entreprises, par exemple, qui sont pas mal engagés sur un peu les différentes en fait, actions, soit en fait sur du mentorat, des soft skills, du coaching dans les parcours ou même après pour recruter nos talents. D'accord, oui, les entreprises aussi, j'ai vu, donc qui soutiennent aussi l'organisme pour pouvoir recruter après derrière. C'est Mm. Mmh. Et j'imagine donc du coup le projet il a avancé étape par étape, mais c'est quoi à quel moment justement ça a décollé? C'est-à-dire que ça a pris, ça a été vraiment mis en lumière, ça a bénéficié de coups de projecteur? Je pense qu'il y avait je me dis en fait dans le lancement de certains de nos programmes, certaines choses qui en fait marqué en fait, je pense notre développement. Pour nous, il y avait une étape clé aussi qu'on avait remporté le premier prix de Google Impact Challenge en 2019. D'accord. Où ça, je pense, qu'a aidé à mettre en lumière Connexio, nos activités, surtout sur la thématique de l'inclusion numérique. Et aussi pour nous, ça nous a aidé vraiment à développer nos premières activités en région, en fait, en plus de l'Île-de-France. Donc, je pense que c'était un moment assez déclencheur pour nous. Mmh. Donc c'est les prix, en particulier celui-ci qui a fait que ça a fait un tournant dans Connexio. Et c'est quoi la plus grande difficulté justement dans l'accompagnement des apprenants?
quand ils sont réfugiés ou qui sont en pleine réinsertion? Est-ce qu'il n'y a pas des moments parfois un peu de décrochage? Pour nous, ce qui est quelquefois difficile, c'est que chaque cours et chaque profil, ils n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, quelquefois, c'est vraiment de trouver en fait, les bons partenaires aussi, parce qu'on essaie de vraiment chez Kinaxio mettre dans un réseau. Et une des choses les plus importantes chez nous, c'est d'éviter des ruptures de parcours. Parce qu'on ne veut pas que la raison pour laquelle quelqu'un ne puisse pas finir le cours, c'est parce qu'ils n'ont plus de logement stable, par exemple. Oui. Donc, on veut assurer que, en fait, c'est vraiment en fait mis en fait dans un écosystème qui peuvent les aider sur les autres aspects de leur vie pratique et professionnelle, et quelquefois de vraiment bien coordonner avec les autres partenaires en fonction de quels sont les besoins, quels sont en fait, quel est le projet professionnel et les souhaits de nos apprenants. C'est ça qui est quelquefois pas si facile, mais on sait que il n'y a pas peut-être juste un modèle qui peut être en fait adapté à tout le monde, et c'est plutôt à nous de trouver les meilleures manières d'ajuster, et aussi pour nous de dire on veut pas et on veut pas tout faire, on doit rester sur ce qu'on sait bien, mais ça veut dire aussi on doit être en fait très bien dans la coordination auprès de nos partenaires. Mmh. Donc un apprenant quand il rentre chez vous, donc j'imagine il arrive par Pôle emploi par exemple et il part, sur un programme qui dure quoi? Ça dépend le programme qui est choisi, peut-être 1 an et vous l'accompagnez, même sur toutes les problématiques qu'il peut avoir dans sa vie et autour? Oui, donc chez nous aujourd'hui, on a en fait, on travaille, vous voyez, je pense avec beaucoup de partenaires pour le sourcing de nos apprenants. Ensuite, on travaille pour vraiment bien diagnostiquer déjà les besoins de nos apprenants, parce que quelquefois en fait, il y a certaines qui veulent déjà directement sur le métier en fait très technique, et on fait le diagnostic et on dit il faut plutôt commencer avec une remise à niveau sur les bases d'abord, avant d'aller en fait trop vite. Et ensuite, on essaie de vraiment les orienter en fait sur un des parcours qui correspondent à leurs besoins et aussi leur niveau. Et donc, ces parcours peuvent varier vraiment en fait en fonction de modules de 20-40 heures jusqu'à des parcours de 600-800 heures de formation intensive, en fonction de en fait leur projet, leurs souhaits, mais aussi bien sûr en fait leur appétence, en fait leur motivation pour le programme. D'accord et est-ce que tu as une anecdote justement à nous raconter sur un apprenant, quelque chose qui t'a marqué? J'ai plusieurs anecdotes. Par exemple, je pense que je peux donner en fait un exemple de juste un apprenant assez récent en France, et jusqu'à en fait un apprenant aussi au niveau international dans notre programme au Malawi, par exemple. On avait eu en fait des apprenants assez remarquables, parce que déjà en fait on a des personnes qui viennent de tout parcours et tout milieu, des personnes anciennement par exemple sur des métiers qui étaient des plombiers, des coiffeurs, d'autres en fait métiers, et maintenant qui sont des développeurs et des techniciens système et réseau parmi d'autres. Et par exemple, on avait eu une jeune fille qui n'avait pas eu son bac. Elle était serveuse dans un restaurant, mais elle était assez autodidacte. Elle voulait en fait apprendre, elle était passionnée par le numérique. Et par exemple, elle était la première dans sa promo de décrocher un CDI. Voilà, donc ça montre que en fait, il n'y a pas en fait les prérequis, les stéréotypes de il fallait faire en fait A, B, C, D pour arriver en fait à cette étape en fait destination sur un métier spécifique. Il y a juste en fait est-ce que en fait je suis en fait capable de vraiment apprendre, de monter en compétence dans le programme et avoir cette confiance en moi de aller plus loin. Et par exemple au Malawi, on travaille aussi avec un apprenant qui est maintenant en fait qui est devenu assistant formateur. Il a beaucoup bien développé en fait ses activités, parce que au Malawi, on a plutôt, au lieu de placer nos apprenants directement avec les entreprises locales, on les envoie vers les métiers de freelance en ligne pour travailler, parce que ça fait partie aussi des enjeux qu'on voit aussi, que dans certains en fait endroits, il n'y a pas forcément en fait le réseau en fait local qui est là pour soutenir des talents. Et donc aussi avec le Covid, je pense que c'était plus répandu de pouvoir aussi travailler en fait n'importe où. Et donc je pense que ces plateformes de freelance, c'est vraiment en fait une opportunité pour nos apprenants. Et donc par exemple, lui aujourd'hui, il est expert dans la traduction, la transcription. En fait, il offre tout un tas de services. Il a pu se marier, il a pu
pu vraiment en fait mieux construire sa vie. Et donc je pense que c'est un peu ces différentes histoires en fait, mais il y a plein en fait Oui, d'autres. Je cite que j'imagine. deux pour montrer un peu la diversité des parcours, mais aussi en fait cette motivation et cette persistance de nos apprenants à réussir. Mmh. Donc l'impact que peut avoir, Connexion ensuite, dans la vie, de chaque apprenant, il est assez fort quand même du coup. Donc ça change vraiment, la vie des gens. Justement, ça fait, combien ça fait depuis 2016? C'est ça que Connexion a été lancée. C'est quoi les résultats aujourd'hui en termes de nombre d'apprenants, de bénévoles, mais aussi de chiffre d'affaires? Oui. Donc aujourd'hui, Connexion, on avait réalisé en fait plus de 3000 parcours de formation. Voilà, donc ça fait, et je pense qu'avec l'année, on était un peu ralenti par le Covid, malheureusement, comme petite Ouais. structure. Mais l'année dernière, par exemple, on avait formé 1300 apprenants, juste en fait dans un an. Et cette année, on va continuer à augmenter notre capacité de changer d'échelle, d'avoir en fait, avec les territoires, avec plus de villes et plus d'activités aussi. On est aujourd'hui Connexion dans une quinzaine de villes à travers plusieurs sites. On est sur plus en fait, à peu près une quarantaine de sites en termes d'activités de formation dans ces différents pays. Et on travaille toujours pour certains en fait, de nos programmes avec les bénévoles, mais de plus en plus, on est épaulé par une équipe permanente qui est Mmh. chez nous, qui va en fait des profils très aussi divers, des ingénieurs pédagogiques, des coordinateurs qui sont sur le terrain auprès de nos apprenants, des personnes qui sont experts en fait dans ces sujets en fait d'accompagnement aussi d'insertion professionnelle. Et donc on est ravis de pouvoir compter parmi nos effectifs une équipe de plus de 40 personnes aussi. Ah, c'est bien, c'est une belle équipe, 40 personnes. Et en termes de chiffre d'affaires, du coup, vous avez, atteint un peu des objectifs que vous souhaitiez? Pour nous, je pense qu'on veut toujours en fait grandir, mais C'est on a vrai. dépassé en fait par exemple un budget en 2021 de plus de 2 millions. Ouais. D'accord, 2 millions. D'accord, très bien. Bah, une association, je trouve que c'est pas mal du coup, mais c'est financé, j'imagine, par les CPF, c'est ça? Des comptes formation, des entreprises? C'est très varié en fonction de programmes, nos apprenants, le profil, les aides qui sont en fait disponibles en fonction de leur projet. Mmh. Et donc ça peut varier en fait des personnes qui parce que c'est ils n'ont pas forcément en fait certaines aides ou certains Oui. dispositifs accessibles, c'est plutôt par subvention, jusqu'à justement des contrats qui est plutôt ces dispositifs de la formation professionnelle qui va des aides de Pôle emploi jusqu'à les comptes de formation, travail avec les locaux, voilà. D'accord. Et ce que tu disais justement tout à l'heure par rapport, au Covid, on a vu une accélération des entreprises sur le numérique. Je crois que j'ai vu un de tes posts, tu disais que c'est une accélération de 7 ans sur la transformation numérique, donc en l'espace d'un an à peine, c'est énorme. On a avancé en 7, ça c'est vraiment, assez impressionnant. Justement ce fossé du coup, il s'est creusé beaucoup plus, on l'a vu. C'est quoi justement le rôle, les enjeux pour les entreprises, à venir sur ce terrain-là, sur la transformation numérique? Oui, non, c'est une très bonne question et pour nous, c'est quelque chose qui nous alerte sur en fait ce qu'il faut anticiper. Parce que, comme tu viens d'évoquer, ces sauts-là, en fait, c'est vraiment en fait très rapide, cette accélération. On avait vu ça en fait nous-mêmes, en fait, d'une manière plus quotidienne. Tout le monde doit passer sur les Zooms et les différents en fait réunions en fait en visio, vraiment Mmh. s'adapter à tous les outils collaboratifs de communication, de gestion de projet. Et tout ça, c'était pas si évident. Et donc, je pense pour nous, ce qui est très important, et par exemple, si on demande, et il y avait des sondages qui étaient faits justement lors de la pandémie, de voir quels étaient les critères les plus importants pour des employeurs. Et une des réponses était l'adaptabilité. Oui. Donc je pense qu'il y a ces forts enjeux sur en fait le plan technique parce que on a vraiment digitalisé et on va continuer en fait à faire ça dans les années à venir. Il y a vraiment cette attente de pouvoir ajuster, adapter
sur en fait la prise en main des outils, des logiciels qui sont généralistes ou spécifiques au secteur d'activité. Donc ça, c'est une première chose qui est super importante. Et aussi, je pense que cette deuxième idée d'anticiper ce qui va venir aussi, parce que on va pas s'arrêter à là. Et je pense qu'il y a d'autres évolutions qui vont venir. Et pour nous, c'est aussi de cultiver aussi ça chez nos apprenants avec qui on va travailler. C'est on va pouvoir vous accompagner sur ces démarches-là, ces compétences-là, mais dans le futur, en fait, tout ça va continuer à changer. Donc, quelle est la posture que je dois aussi m'adopter, par exemple, pour anticiper, pour préparer, pour savoir comment apprendre, parce que tout ça, en fait, va juste continuer, je pense, qu'à accélérer. C'est pas une question de si, c'est plutôt une question de quand. Voilà, et il faut plus, à notre avis, en tout cas, être plus préparé pour ce qui va arriver que de trouver en fait ou découvrir un peu plus tard sur l'état qu'il y a des choses qui vont changer. Et là, je suis un peu poussée en fait de vraiment en fait changer en fait la manière dans laquelle je travaille. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut commencer à apprendre maintenant, à la fois sur l'aspect technique, mais aussi, je pense pour nous, et c'est cette approche un peu mixte chez Knaxio, c'est de dire si j'apprends en fait et je vais adopter des nouveaux, en fait, d'autres usages sur les outils, c'est aussi de voir comment en fait j'applique ça, pas en fait dans un espace vide, mais vraiment avec des applications concrètes aussi derrière. Donc je pense qu'on essaie de vraiment rendre ça aussi assez concret pour nos apprenants, de dire vous allez apprendre certains outils, mais c'est pas pour apprendre à apprendre. Vous allez aussi pouvoir mettre en application assez rapidement en fait toutes ces compétences acquises. C'est mettre tout de suite en application tout ce que vous leur apprenez. Et j'imagine après, derrière, il y a quand même un peu un suivi ou pour l'idée aussi de les mettre comme une veille, en fait, ce que tu disais. Donc, c'est vraiment de continuer à les tenir au courant de l'évolution qu'il y a sur le numérique, puisque ça évolue très rapidement et ça va très vite et qu'ils ont besoin justement de rester informés sur le sujet. Oui, exactement. Je pense que pour nous, en fait, c'est un travail un peu continu Oui, c'est ça. à faire. Oui. Et les entreprises, ils sont assez sensibilisés à ça, j'imagine, parce que vous les approchez, vous échangez au quotidien avec eux. Oui, et je pense d'un côté, avec la pandémie, avec le Covid, je pense qu'il y avait une prise de conscience plus importante. Mais je pense que, et par exemple, jusqu'à la moitié des employés aujourd'hui, selon des différents sondages, communiquent ou ils réfléchissent justement à cette question très large de transformation numérique, mais il y a que 15% qui pensent aussi à la formation. Parce que si on va créer toutes ces stratégies, tous ces process autour de la transformation, mais on ne va pas accompagner les équipes qui vont quand même plus être dans l'exécution de beaucoup de ces aspects, de ces plans stratégiques, ça va pas forcément 100% réussir. Donc, je pense qu'on a aussi essayé de faire des points d'attention pour bien, en fait, réussir son plan de transformation ou de vraiment, en fait, penser, en fait, ces stratégies de digitalisation. Il faut vraiment assurer que tout le monde est aussi embarqué dans l'aventure et ça, c'est les équipes. Voilà. Oui, il faut que tout le monde soit aligné sur les mêmes valeurs pour que ça marche. Exactement. Est-ce que, justement, pour faire un résumé de tout ça, est-ce qu'entre le début où tu as commencé l'aventure de Connexio et aujourd'hui, c'était quoi le moment le plus difficile? Est-ce que c'est le moment le plus difficile, c'est le démarrage d'une aventure entrepreneuriale ou c'est là maintenant, on est en 2022, donc on a quand même, ça fait 7 ans, c'est quoi le plus dur? C'est de tenir sur le temps ou c'est vraiment le démarrage? Je pense que tout le monde aura peut-être une opinion différente pour moi, je dirais que c'était quand même le début. Parce que c'était un peu cette question un peu de par quel bout prendre. Est-ce qu'en au début, en fait, on voulait en fait changer d'échelle, mais on devrait faire nos preuves. Mais pour faire ça, il fallait en fait qu'on trouve une manière de soutenir notre activité. Donc c'est là où j'avais un peu l'impression qu'on avait tourné un peu en rond. Et aujourd'hui, je pense que aussi c'est le fait que je suis très très fière en fait des équipes et les personnes qui sont engagées auprès nous. Donc je pense que aussi c'est une aventure où je sens beaucoup moins en fait
en fait seul sur Seul, ouais. l'aventure parce qu'on a des équipes qui sont impliquées, qui engagent sur différents en fait, programmes, sur différentes activités. Et donc, je pense que ça aussi aide, même si je pense qu'aujourd'hui, on est dans une étape où on va continuer à évoluer, on va continuer à grandir. Je pense que aussi tout le monde dans les équipes, je pense que ça, c'est un peu la nature, l'ADN de l'esprit d'équipe de Connecteux, c'est aussi d'avoir cette curiosité de tester, de en fait vraiment expérimenter en fait sur différentes choses et c'est justement en fait tout le monde qui en fait adopte justement en fait ces pratiques chez nous. D'accord, donc tu dirais le plus difficile, c'est peut-être ouais, la solitude au début et maintenant que tu as une équipe tout autour de toi solide, donc du coup, c'est plus facile, pouvoir échanger, on se sent plus solide, quelque part. Oui, Mmh. exactement. Est-ce que c'est plus difficile quand on est une femme d'entreprendre? Pour moi, c'est moins une question parce que, et peut-être pour, je pense que comme une autre réponse, la simple raison d'être naïf sur pendant les sujets au début, je pense pour moi qu'il y avait plusieurs facteurs. C'était un peu difficile peut-être de vraiment essayer de distinguer aussi, parce que pour moi, c'était le fait que j'étais jeune, j'étais une femme, je parlais avec un accent, il y avait beaucoup de choses quelquefois au début, quand j'avais eu des choses qui sont passées je pense qu'ils peuvent être assez classiques, en fait, d'être pris pour l'assistant, de, en fait, avoir, en Ouais. fait, en fonction de différents, en fait, scénarios qui sont arrivés. Et donc, pour moi, je pense que j'ai peut-être pas réellement posé cette question moi-même sur est-ce que ça aurait été plus facile, mais je sais que quelquefois c'est aussi pour moi dans ma situation la combinaison de plusieurs De facteurs. plusieurs fait. Ouais, je Mais aussi, voilà, mais je pense que pour moi, ce qui est un peu, peut-être même un peu spécifique dans ma situation, c'est aussi, comme je travaille et on est super proche de nos apprenants, qui sont en fait de vraiment, en fait, toute une diversité de parcours et des profils. Je pense qu'il y avait certaines expériences que j'ai eues et je me dis, en fait, pour moi aussi, c'était pas facile parce que quelquefois, il y avait des moments où, quand tu as un accent, il y a des gens, en fait, qui se moquent de toi. Pour moi, je me dis, avec aussi certains de mes apprenants qui viennent d'ailleurs, qui ont jamais travaillé encore en France, ça doit être aussi pas facile. Et donc, je pense que peut-être dans la diversité des enjeux, femmes-hommes, l'âge, notre niveau d'éducation, ce qu'on avait fait avant, je ouais. pense qu'il y a quand même beaucoup, quelquefois, en fait, des critères qui en Ouais. fait qui nous bloquent ou en fait qui nous mettent dans une case et je pense que peut-être chez Kinaxio ce qu'on essaie de faire c'est essayer de avec nos partenaires avec tout ce qu'on fait essayer de briser un peu ces cases et de dire en fait les talents sont des talents n'importe où d'où vient et il faut essayer de vraiment les considérer dans leur richesse de parcours au lieu d'essayer de les en fait de mettre dans une certaine situation Dans en fonction de ce qu'ils avaient fait ou pas avant voilà. mmh. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est la combinaison de plusieurs choses qui font que ça peut être assez difficile quand on commence d'entreprendre ou quand on change de voie comme les apprenants, quoi. Où c'est vrai, on a tendance parfois à mettre les gens dans des cases, pas à voir plus loin. C'est sûr. Comment toi, justement, juste une question avant d'arriver vers la fin, comment tu as réagi ou comment tu as rebondi sur le fait qu'on se moque un peu de ton accent et que parfois on ne te prenne pas au sérieux? Est-ce que parfois tu t'es pas dit, bon, bah, je vais arrêter ou je retourne au centre de recherche et puis je passe? Peut-être oui, ça aurait pu être une réaction. Pour moi, peut-être je suis quelqu'un d'assez résiliente et je pense que une des choses que tu apprends aussi peut-être, et pour moi j'ai adopté cette mentalité, c'est aussi de dire tu peux jamais contrôler en fait les réactions des autres. Ce que tu peux contrôler face à des situations qui peuvent être assez difficiles, c'est comment tu réagis. Et pour moi, dans ce type de situation, c'était de dire, OK, ça se passait, je peux être fâchée, mais aussi, peut-être, je prends ça comme un feedback de, je dois essayer de améliorer mon pitch, mon discours, mon prononciation. Et donc, pour moi, comme je suis quelqu'un qui aime être un peu challengé quelquefois, Mmh. je me suis dit, OK, il faut que je améliore mon pitch, il faut que je prends plus des opportunités. Donc, chaque fois, il y avait, tout au début, il y avait des demandes pour des tables rondes, des choses. Je dis, je porte volontaire parce que je dois entraîner sur ça. Donc, je vais essayer d'aller à la rencontre de mes peurs, ce Ouais. sujet de
quelquefois, peut-être, il y avait des moments quand même sur certaines interventions, j'étais pas si fluide, ou j'avais pas le bon discours parce que j'étais fatiguée. Mais je me dis, ça c'est comme toutes les choses en entraînement. Et donc c'est comme ça, je me dis, pour moi peut-être un des fruits de ces entraînements, le temps que j'avais vraiment en fait consacré, améliorer en fait comment j'utilise certains mots, d'être en fait assez précise en fait dans ce que je dis. C'était le Google Impact Challenge où là à la clé c'était 600 000 euros. J'avais en fait 1 minute pour pitcher et quelques minutes après pour expliquer. Donc, je voulais que ça soit parfait. J'ai travaillé sur ce pitch et c'était peut-être parmi les exercices de pitch une des plus importantes, en fait, en tout cas dans cette aventure chez Connexio. D'accord, donc tu pas baissé les bras, tu as continué à travailler, tu as travaillé encore en te disant: «OK, si ça va pas, mon accent, je vais travailler et puis je vais au contraire parler plus pour réussir à arriver à bien me faire comprendre». Bah, ça a payé puisque 600 000 € pour, chez Google, donc je crois que vous avez gagné le prix, en fait. Connexion a gagné le prix. Ah ouais, c'est bien, ça prouve que voilà, il faut pas se laisser justement, comme tu dis, la réaction des autres prendre le dessus parce qu'on peut pas les maîtriser et juste continuer, quoi. Bah, merci beaucoup, Jen, on va continuer juste sur les dernières questions. C'est quoi les prochains défis justement pour Connexio d'ici la fin de l'année? Je pense que on est plein, en fait, on a plein aussi, en fait, de faire poser ces questions à mes équipes. Mais non, je pense qu'on a, en fait, un plein dedans sur le lancement, dont soit, en fait, renforcer nos activités sur des territoires existants ou le lancement, parce que là, on vient de lancer nos programmes au Kenya et en Jordanie cette année, dans d'autres villes en France. Donc, c'était ça qui était très important de pouvoir démarrer ce qu'on faisait. On aussi fait évoluer nos programmes pour en fait vraiment en fait faire évoluer les programmes face à des demandes, des besoins de nos partenaires. Et finalement aussi, on commençait à en fait avoir en fait un positionnement très en fait spécifique sur le plaidoyer aussi, de pouvoir être capable et une force de proposition dans l'écosystème pour des suggestions, des solutions qui peut changer la donne pour des acteurs comme nous, sur l'inclusion numérique, sur la diversité dans la tech, sur l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi. Donc, je pense qu'on va continuer en fait à avancer sur ces sujets. D'accord. À l'international, vous y allez parce que j'imagine de toute façon la transformation numérique et qu'il y a beaucoup de populations qui n'ont pas toujours accès à internet ou qui ont toujours ces problématiques-là, qui connaissent pas bien le web et l'ordinateur en général. J'imagine qu'à l'international, il y a des disparités, c'est pas la même chose un peu partout. C'est une envie aussi donc d'aller plus loin à l'international, c'est d'accompagner là où cette problématique existe, c'est ça? Oui, je pense pour nous, c'était, je pense, parmi la vision de Kinexio depuis les débuts aussi, de dire en fait, on a en fait là où on a commencé à développer nos activités, mais on voit que les enjeux sont énormes Oui. et il y a des endroits aussi, on a vraiment un levier d'impact assez important. Donc pour nous, en fait, on regarde avec nos partenaires les endroits, il y a beaucoup de besoins. Il y a aussi quel est le potentiel pour nous d'apporter une action complémentaire de ce qui existe aussi. Et pour nous de voir aussi comment en fait on peut développer des programmes, des solutions qui peuvent être pérennisées sur les territoires. Donc on essaie de faire cette benchmark, cette étude aussi avec nos partenaires, et c'est comme ça aussi on avait choisi en fait les pays et les différents sites où on agit actuellement. Mmh. Vous êtes dans combien de pays aujourd'hui? On est dans 4 pays. 4 pays, d'accord, très bien. Du coup, l'idée, c'est de continuer à grandir dans les autres pays, là où en tout cas il y a vraiment besoin d'avoir un impact sur la transformation numérique. Très bien. Est-ce que tu peux nous citer justement une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire? C'est toujours difficile parce qu'il y a beaucoup, mais quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'était Elisabeth Moreno, qui est, je pense, un rôle modèle vraiment en fait, qui, je pense, qui a été à la tête des boîtes tech, qui est convaincue aussi sur le valeur d'avoir en fait de la diversité dans l'écosystème aujourd'hui, et son parcours en fait j'admirais en fait vraiment beaucoup pour ce qu'elle a pu réussi à faire ces dernières années
en tant que ministre de l'égalité homme-femme. Ouais. D'accord, Elisabeth Moreno. Oui, c'est vrai qu'elle a été à la tête de plusieurs entreprises tech. Du coup, c'est vrai que elle est très inspirante aussi. Est-ce que tu as un conseil à donner à une femme qui entreprend? J'ai un conseil qui peut en fait, peut en fait apparaître un peu paradoxal dans le sens que c'est mon conseil, c'est de commencer en fait, même si vous n'êtes pas prêt, donc start before you're ready, parce que quelquefois je parle avec des entrepreneurs qui veulent avoir tout vraiment en fait prêt. Donc quand je parle avec eux, parce qu'il y a quelques mois ils n'ont pas lancé le produit et là ils vont le lancer parce qu'ils veulent que tout soit Soit parfait. parfait. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a jamais de parfait et c'est C'est vrai. presque en fait très normal qu'il n'y a jamais en fait quelque chose de parfait parce que on doit tous continuer à améliorer. On va sortir une première version de produit qui contient peut-être les fonctionnalités les plus importantes, notre minimum viable product. Et là, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir itérer et avoir un process qui te permet d'itérer très rapidement. Et je pense que 99% en fait des itérations font la différence. En tout cas sur les différents en fait produits, des différentes choses que j'ai pu voir. Donc je pense que je dirais c'est lancer en fait prenez pas trop la tête pour avoir quelque chose de parfait Ouais. parce que en fait l'amélioration, tout le perfectionnement vient après. Oui, il vient après avec l'usage que vont en faire les clients et au fur et à mesure, on voit ce qu'on doit améliorer. Donc, c'est vrai que le produit ne sera jamais parfait dès le début, quoi. Effectivement. Est-ce que tu as un proverbe qui t'accompagne depuis? J'ai plusieurs. En fait, je pense que je sais pas si c'est un proverbe ou juste j'avais lu ça quelque part, je Ouais, l'utilise, mais quelquefois quelque chose qui m'aide aussi de voir en fait ce parcours entrepreneuriat, c'est de le voir en fait pas comme un sprint, mais comme un marathon. ouais. Pour moi, vraiment un travail de longue haleine et c'est un peu les fruits parce que beaucoup de fois, ce que je vois même dans les aventures en fait des autres entrepreneurs, c'est vraiment il y a quelque chose qui commence en fait à avoir un déclic au bout de la troisième année. Mais Ouais. quelquefois, c'est un peu dur parce que ce qu'on s'appelle un peu le fameux Valley of Death, c'est que quelquefois, en fait, tu as la première idée, tu es super enthousiaste et ensuite il y a ce trou en fait Ouais, encore du temps on voit rien parce qu'on travaille en fait sur le produit les itérations il n'y a pas en fait des résultats si rapides où on peut perdre un peu la motivation mais en fait à partir d'un certain temps je vois ce que c'est la résilience qui fait qu'au bout d'un moment ça cartonne quoi et c'est un peu mm. une tendance que je vois quand même beaucoup dans l'écosystème. Donc, c'est un peu une question de est-ce que vous allez tenir Ouais, et c'est de voir vraiment ça comme un marathon, quoi. Et ouais. de pas, en fait, être dans des attentes que ça va, en fait, passer, en fait, en 6 mois. Voilà, ça peut être possible, mais c'est quand même rare. Ouais. Ouais, il faut être patient, quoi. Il faut la patience, de se dire que ça va pas se faire du jour au lendemain, quoi. Donc, si tu dis 3 ans déjà minimum, il faut tenir, quoi, sur le long terme. Il faut être très motivé. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire que tu voudrais partager avec nous? Un livre que j'aimais bien, qui m'a beaucoup aidé aussi et qui m'a dit, mais parce que j'ai posé en fait beaucoup de mêmes questions, c'est en fait un livre qui a été écrit par Ben Horowitz qui s'appelle The Hard Thing of Hard Things. Je pense peut-être que tu le connais Oui, déjà ce oui, livre, mais pour moi oui, quand j'ai oui. lu ça, en fait je me dis ah ok. Ok, en fait, ils ont en fait arrivé à cette étape-là, ils avaient eu ces mêmes enjeux. Je pense que c'était comme ça sur presque chaque chapitre de ce livre. Ouais. C'est ce qui t'a aidé aussi au départ. C'est Oui. cool. Bah, très bien, bah, merci beaucoup. Si on veut t'écrire, ça se passe où? Oui, donc je pense que la première chose, et j'invite tout le monde à découvrir Connexio, Connexion, ouais. notre site Konexio. .eu pour en fait soit en fait s'il y a des personnes qui souhaitent savoir plus sur nos programmes de formation, nos activités, des partenaires qui veulent s'engager avec nous dans les parcours ou en recrutement des talents ou autres. Voilà, Mhm. donc je vous invite à pouvoir en fait rentrer en contact avec nous et ça sera avec notre site web. Voilà. D'accord. Et vous êtes toujours à la recherche de bénévoles? Oui, on est toujours en fonction de nos différentes activités, mais oui, on a aussi ça en fait sur nos activités, plutôt des activités de base ou même en fait dans les programmes en soi, des personnes qui souhaitent peut-être coacher ou travailler avec nos apprenants. Oui. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, Jen. Je te laisse le mot de la fin.
Non, déjà merci, c'était passé très vite. Ouais. Le temps, j'ai pas fait payé attention, mais non, je pense merci pour cette opportunité aussi. Je suis ravie de faire partie des autres entrepreneurs qui ont passé sur le podcast, et je suis convaincue que en fait, dans notre monde demain, il faut que ça soit en fait, bien sûr, en fait, il y a place du numérique dedans, mais aussi avec un numérique qui est plus inclusif et plus responsable. Oui, plus inclusif, je suis d'accord. Bah, merci beaucoup, merci Jen. Merci de m'avoir accordé du temps aujourd'hui De rien, avec pour ce plaisir. très beau Et projet. oui, à la prochaine. À la prochaine. Vous êtes encore là? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes, et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous!